Madame la Présidente, en écoutant l'orateur qui m'a précédé au début de son intervention, je me suis dit, cela ne vaut même pas la peine de lui répondre. Je ne m'attendais pas à ce niveau de discours. Et la question que je me suis posée, quand il s'est référé aux membres de l'opposition qui prennent une douche pour venir au Parlement, je me suis dit, tiens, est-ce que les membres du gouvernement ne prennent pas de douche pour venir au Parlement? Order, please. Order. Je ne m'attendais pas à ce niveau de discours. Mais autre chose à quoi je ne m'attendais pas, qu'aujourd'hui, moi, Aurore Perrault, membre de l'opposition, me tape la table pour un membre du gouvernement aujourd'hui. Je voudrais remercier l'honorable Bénédine d'avoir évoqué le sujet. Oui, l'honorable Bénédine, nous avons choisi de venir de ce côté de la Chambre. Le Deputy Prime Minister, l'ancien Deputy Prime Minister, les ministres, les PPS, les députés du PMSD, c'était notre choix. Nous avons pris cette décision parce que PMSD, nous sommes des gladiateurs de liberté. Nous avons voulu sauver la liberté du judiciaire. Nous avons voulu sauver l'indépendance du DPP. Vraiment, je vous remercie. Je ne m'attendais pas à ce que j'ai cette chance aujourd'hui d'en parler. Et, Madame la Présidente, il ne s'est pas passé une seule minute, un seul jour où on a regretté cette décision. Alors, je vous le dis, c'est la meilleure décision que nous avons prise, d'avoir quitté le gouvernement, parce que pour nous, notre slogan, c'est l'île Maurice avant tout. Ce que vous dites, vous qualifiez de underemployment. Nous, on le qualifie d'intégrité, de patriotisme. J'espère que vous puissiez, l'honorable Bénédine, comprendre ces termes. I'm done with you. Madam Speaker, the title, the theme chosen by the government for the budget 2019-2020 is beautifully spelled out. Embracing a brighter future together as a nation. Un titre accrocheur, un titre politiquement correct. However, Madam Speaker, I doubt that the content of the budget is in line with the title. A brighter future, you say? Many orators have demonstrated how the future is gloomy and full of uncertainties, both in this house and outside of the house. People are ringing the alarm bell concerning the economy of the country. So, my question is, how can we embrace means welcome with open arms this budget? Madam Speaker, many groups of Mauritians are being left out in this budget. How can the government talk about together as a nation? Madame la Présidente, le leader de l'opposition l'a souligné, un des grands absents de ce budget est sans nul doute le rapport Lam-Chamling sur la drogue. Un autre oublié est le rapport de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans la République de Maurice, et pourtant, c'est un rapport des Nations Unies. Allow me, Madam Speaker, to quote from the report. I'm quoting paragraph 27 from the report. The committee urges... Which report? Yes.
the report, it is the concluding observations on the combined 20th to 23rd periodic reports of Mauritius. Concerning? Committee on the Elimination of Racial Discrimination. I already stated it in my speech. No. You mentioned 2 reports. That's why I wanted to know which report. Okay, thank you, Madam Speaker. So I quote paragraph 27. The committee urges the state party to adopt and implement, with the participation of representatives of the Creoles, a well-resourced strategy to address the deep-rooted discrimination faced by the Creoles, including those living in the islands of Agaliga and Rodrigues. The committee also recommends that the state party assess the effectiveness of measures taken and design and implement other measures, including special measures, in close collaboration with concerned communities and relevant civil society organizations to ensure that the Creoles have effective access to employment, adequate housing, healthcare services, and quality inclusive education. Unquote. Donc, Madame Speaker, pourquoi je préfère utiliser la langue française au Parlement? C'est surtout parce que beaucoup de mes mandants, ils regardent les travaux parlementaires et c'est plus facile pour eux de comprendre quelles décisions on est en train de prendre pour eux. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire, comment est-ce qu'on défend leurs intérêts. Parce que malgré qu'une autre recommandation de ce rapport, que je vais vous lire, où on mentionne, on dit bien, paragraph 28, I quote, "The committee notes with satisfaction the measures taken to promote the use of Creole language. It remains, however, concerned that the Creole language still does not enjoy an official status, despite it being the common language spoken by most Mauritians and taught at schools." Donc, on ne peut pas utiliser la langue créole au Parlement, malgré cette recommandation. Et je me rappelle, lorsque j'étais ministre, lors d'une de mes interventions sur un projet de loi, j'avais suggéré à la Chambre qu'on puisse utiliser la langue créole. Et je me rappelle très bien quelle a été la réaction et la réponse du Premier ministre à l'époque, le ministre Mentor, et il m'avait regardé, il m'avait dit « Zamé ». Donc, on ne peut pas utiliser la langue créole au Parlement, donc je préfère utiliser la langue française, qui est beaucoup plus accessible à un plus grand nombre de mes mandants dans la circonscription. Donc, pour revenir à ce rapport, la question que je me pose est sur le budget. Comment peut-on prétendre vouloir accueillir à bras ouverts, embracing, n'est-ce pas, un avenir brillant ensemble, comme une nation, si ce rapport, le rapport que je viens de mentionner, qui concerne une grande partie de la population, est méprisé? Madame la Présidente, le budget, c'est le moment opportun, idéal, pour redresser la situation, pour faire justice à ceux qui sont les plus vulnérables et les plus désavantageux, pour des raisons historiques, culturelles, politiques et économiques. Le budget, c'est bien le moment pour partager le gâteau national de façon équitable et juste. Madame la Présidente, si on pratique la politique de l'autruche, on ne veut pas voir, on ne veut pas comprendre, on ne veut pas admettre que la discrimination existe bel et bien, si on va jusqu'à mépriser le rapport des Nations Unies, s'il n'y a aucune volonté politique, ce n'est pas surprenant que le budget n'apporte pas de justice sociale. So, Madam Speaker, how can this budget be embracing a brighter future together as a nation? Madam Speaker, last month, the Prime Minister of New Zealand, Jacinda Ardern,
presented a well-being budget. A budget priorities were based on what would make contribution to the New Zealand's living standards and well-being. She says, the Prime Minister, Jacinda Ardern, stated, and I quote, "We said that we would be a government that did things differently. And for this budget, we have done just that," unquote. Madam Speaker, do you remember l'Alliance Les Peuples? Do you remember that l'Alliance Les Peuples campaigned for a change? Virement? Where is the change? The Prime Minister, Jacinda Ardern, also added, and I quote, "Today, we have laid the foundation for not just one well-being budget, but a different approach for government decision-making altogether," unquote. Madam Speaker, this is what we call a compassionate and strong leader. Madam Speaker, I would like to quote from a book, this book, Political Coaching, Self-Actualizing Politics and Politicians. It is a book which is written by Dr. Michael Hall, and I was honored to meet Dr. Michael Hall a few weeks ago in a very effective, interesting, fruitful training. And I would like to quote from page 15. He says this: "Politics is designed to cultivate the good life. We create politics to develop our social group so that the people in the group can live the kind and quality of lives that they wish to live, to satisfy the basic human needs, and to then fulfill the highest of human dreams and potentials." This is what Dr. Michael said. Madame la Présidente, tout est dit dans cette citation. Encore faut-il l'appliquer. Dans ce budget, j'aurais voulu voir plus d'argent injecté dans la réhabilitation des jeunes, au RYC, Rehabilitation Youth Center. Plus de considération dans le budget pour améliorer leur environnement. J'aurais voulu voir plus de fonds pour les personnes souffrant du VIH-Sida, pour la réhabilitation des prisonniers. J'aurais voulu voir un meilleur système de CSR qui aiderait vraiment les ONG, ceux qui font un travail formidable dans la société. Et tous ces sujets que je viens de mentionner, j'en ai longuement parlé lors de mes différentes interventions dans cette Chambre. Madame la Présidente, j'ai choisi une autre citation, celle d'Emmanuel Chérélus. Cet auteur ne fait pas de la fiction. Et il dit ceci: « Tant qu'il n'y a pas une justice sociale, la répartition équitable de la richesse collective entre les membres de la société, il n'y aura plus de paix dans la cité. » Fin de citation. Cette citation illustre bien le sujet d'aujourd'hui. Comment distribuer et répartir de façon équitable la richesse collective? Est-ce que le budget 2019-2020 parvient à le faire? Le budget, c'est le gâteau national. Qui sont ceux qui ont de larges parts? Qui sont ceux qui doivent se contenter de peu? Qui sont ceux qui restent sur leur faim? Et qui sont ceux qui ont été les oubliés? J'ai choisi d'axer mon discours sur l'aspect humain et social, car je crois fermement qu'il ne suffit pas de baisser le prix de la bonbonne de gaz, de baisser le prix de l'essence, d'augmenter la pension de vieillesse à 500 roupies l'année prochaine, de donner une augmentation ridicule de 30 roupies aux pêcheurs pour se bomber le torse et dire que ce budget put people first. Madame la Présidente, je vais développer mon discours en 4 temps. D'abord,
je vais élaborer sur le budget pour le secteur éducatif. Ensuite, le ministère de l'égalité du genre, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille. Et aussi sur ma circonscription. Donc, Madame la Présidente, une enveloppe de 17,1 milliards de roupies a été allouée au secteur de l'éducation, ce qui représente une grosse part du budget national. Une très bonne chose, un bon investissement pour la nation mauricienne, car nous savons tous que l'éducation est un pilier important dans toute société qui a de grandes ambitions pour la réussite de son peuple. Mais Madame la Présidente, lorsque nous étudions de près ce secteur, nous constatons que d'année après année, de nouveaux concepts, de nouveaux projets sont introduits, sans toutefois donner de très bons résultats. Rien que pour mentionner un exemple, les 3 centres polytechniques qui luttent et peinent toujours à attirer les étudiants. Aujourd'hui, on vient annoncer en grand pont la construction d'un Education Hub à Côte-d'Or. La question qui se pose est, avons-nous besoin de ce projet? Avons-nous besoin d'injecter de l'argent public dans ce projet et est-ce une priorité? Madame la Présidente, pourquoi ne pas mettre plus d'efforts, de ressources et prendre des mesures courageuses pour attirer les étudiants vers les 3 centres polytechniques existants? Est-ce que la création d'un Education Hub à Côte-d'Or est prise parce que le leader de l'opposition a attiré l'attention du gouvernement lors d'un PNQ, le 22 juin de l'année dernière, 2018, que le complexe de Côte-d'Or risque d'être un complexe fantôme après les Jeux des îles? Est-ce que c'est une mesure prise à la va-vite pour répondre aux critiques? Donc, le gouvernement concède que le leader de l'opposition a raison. Madame la Présidente, nous savons tous que l'Université de technologie attend toujours un nouveau campus. Mais jusqu'à maintenant, rien. Donc, nous sommes non seulement sceptiques quant à la création de ce Education Hub, mais surtout, nous remettons en question l'urgence et la priorité qu'on donne à ce projet, alors que le secteur de l'éducation fait face à d'autres défis, à d'autres problèmes plus urgents et plus pressants, et qui méritent qu'on leur accorde une attention particulière. Madame la Présidente, mon point est de savoir quelle est notre priorité dans ce secteur. Est-ce que nous mettons de l'argent là où il faut? Le gouvernement annonce dans le budget que les fonds sont alloués pour la construction et la rénovation de 8 écoles publiques, de 6 halls, multipurpose halls, de 4 cours de récréation, de 3 nouvelles salles de sciences et de 3 gymnases. Nous accueillons ces mesures, c'est une bonne chose, mais on aurait pu faire mieux. Il fallait que chaque école soit dotée de toutes ces facilités, qui sont des facilités de base. Procurer à tous les élèves de toutes les écoles un environnement où ils peuvent grandir, s'épanouir, se développer et où l'éducation peut prendre place. Alors, pourquoi investir dans un Education Hub? Gaspiller de l'argent alors que dans certaines écoles, les toilettes sont dans un piteux état. Rien que les toilettes. Pourquoi investir dans l'aménagement d'un nouveau bâtiment si les écoles sont dépourvues d'infrastructures sportives et de loisirs? Un bâtiment ne résoudrait en rien les gros problèmes urgents dont fait face le secteur éducatif en ce moment. Le secteur de l'éducation est secoué par des problèmes de manque de discipline, problèmes de violence, de drogue. Malheureusement, nous avons pu visionner avec effroi, nous avons été choqués, je sais que vous aimez bien ce mot-là, choqués par les différentes vidéos qui circulaient sur la toile, sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Ces vidéos démontrent l'extrême violence, le langage odieux, vulgaire, injurieux des acteurs dans la vidéo, mais aussi la passivité des spectateurs et le voyeurisme et la délectation des internautes
ne nous laisse pas insensibles. Cela nous interpelle, ou du moins, cela devrait nous interpeller. Et ça, c'est un problème urgent. Madame la Présidente, il faut prendre le taureau par les cornes et s'attaquer à ce problème, trouver des solutions le plus vite possible. Nous, les adultes, nous, les décideurs politiques, nous avons la responsabilité de protéger, d'éduquer et de donner le meilleur environnement à nos enfants. On peut lire à la page 44 du budget, paragraphe 242, que pour promouvoir le bien-être psychologique et social des étudiants, le ministre des Finances fait provision pour le recrutement de 8 psychologues, 6 travailleurs sociaux et de 34 disciplines masters. Madame la Présidente, lorsque j'ai entendu cette annonce, j'ai dit formidable. Vraiment formidable. C'est ce qu'il faut. Et j'ai failli taper la table tout. En tant qu'éducatrice de carrière, ayant une formation en psychologie, et maman surtout, je me suis réjouie de cette mesure budgétaire. Et Madame la Présidente, c'était trop beau pour être vrai. Ma joie a été de très courte durée. Je cherche dans les estimates 2019 et 2020 pour voir dans quel secteur on va pourvoir à ces postes. Dans le secteur primaire, on prévoit la création de nouveaux postes de Educational Social Worker ainsi que de Educational Psychologist dans le secteur primaire. Demande un peu, s'il te plaît. Et dans le secteur secondaire aussi, c'est la même chose, création de 4 nouveaux postes de Educational Psychologist, mais pas de changement pour le Educational Social Worker. Le nombre reste le même. Et j'ai épluché le estimate 2019-2020, mais je n'ai pas trouvé la création des postes de 34 disciplines masters. J'espère que Madame l'honorable ministre, lors de son intervention, elle va nous éclairer dessus et que ce ne sera pas une déception, qu'il y aura effectivement ces 34 postes de discipline masters, mais quand j'ai cherché dans le estimate, je ne l'ai pas trouvé. Souvent, j'interviens, Madame la Présidente, ici dans cette Chambre et ailleurs, sur le dossier de l'éducation, à travers de nombreuses questions parlementaires, et ma contribution sur les projets de loi. J'ai déjà fait part de mon inquiétude par rapport à la situation qui prévaut dans les écoles en ce qui concerne le Extended Program, que tout le monde connaît sous le nom de Pre-Vocational, Prévoc. L'annonce au paragraphe 235, page 43, qu'on va injecter 20 millions de roupies dans ce secteur est une bonne chose. Mais rien n'est dit, aucun détail, ni dans le discours du budget, ni dans le budget estimate sur la façon dont cet argent va être utilisé. Est-ce que ce projet, ce financement du moins, toucherait toutes les écoles, ainsi que les écoles de la PSEA? C'est une bonne chose aussi qu'on reconnaît et qu'on fait appel à l'expertise des ONG dans ce domaine. J'ai déjà dit. Honorable Bureau, for how long you have? 30 minutes more. 30 minutes more. So I'll allow you to finish with the education sector, then I'll break for lunch. OK. Thank you, madame. Je l'ai déjà dit de nombreuses fois ici au Parlement lors de mes interventions, il faut revoir le Extended Program. Il faut mieux équiper, encadrer, donner une attention particulière à ce secteur. Il faut investir massivement dans les infrastructures, dans la formation des enseignants, dans les cours qui sont dispensés à ces élèves. Le Extended Program est et doit être une des priorités dans le secteur éducatif, mais pas le Educational Hub, pas Côte d'Or. Les enfants qui se retrouvent en Extended Program sont malheureusement les victimes de l'échec de notre système qui les a broyés et les a éjectés du système. Ils portent en eux la souffrance et la frustration, ils subissent le regard malveillant
et les préjugés tenaces de la société. Ils vivent et voient un système à deux vitesses qui produit de la discrimination envers eux. Pour ajouter à cela, Madame la Présidente, souvent, pas tous, mais souvent, ces enfants viennent des familles brisées, issues de la pauvreté, et connaissent l'enfer de la drogue et autres maux de la société. Alors, comment s'attendre à ce qu'ils réussissent avec autant de problèmes personnels, familiaux et au niveau de la société? Si nous, les adultes, on ne les aide pas, si on ne les encadre pas, si on ne leur donne pas les moyens. Et il faut qu'on arrête d'être des hypocrites et se dire « Oh, mais comme ils sont vulgaires, ils ne respectent pas l'autorité, ça banne là, tous vous êtes même. » Il ne faut pas les condamner, les juger. Mais détrompez-vous, je ne suis pas en train de dire que j'approuve, encore moins que j'encourage ce genre de comportement. Non. Ce que je suis en train de dire, Madame la Présidente, et je le dis haut et fort, examinons notre conscience. Nous verrons que nous avons notre part de responsabilité en tant que société. Madame la Présidente, j'aimerais partager avec vous cette pensée. Quand une fleur ne fleurit pas, on corrige l'environnement dans lequel la fleur pousse, pas la fleur. Et j'aimerais que nous tous ici, nous réfléchissions dessus. On ne corrige pas la fleur, on corrige l'environnement dans lequel la fleur pousse. Pour rester sur ce sujet, le Extended Program, j'avais soulevé lors d'une question parlementaire que beaucoup d'enfants se retrouvent en dehors du système éducatif, après avoir fait 2 ou 3 années du PRIVOC, une année de MITD. Mais parce qu'ils n'ont pas atteint l'âge de 16 ans, ils ne peuvent pas poursuivre les cours offerts par les centres de MITD. Je me rappelle très bien ce que la ministre avait répondu. Je vois encore que la ministre n'est pas d'accord. Mais des parents qui ont entendu la question parlementaire que j'avais posée ici, ils ont pris contact avec moi pour témoigner de leur expérience. Et qu'effectivement, oui, c'est vrai, c'est ce que je vais vous dire, qu'effectivement, leurs enfants ne partent plus à l'école parce qu'ils n'ont pas 16 ans. Or, légalement, nous savons qu'un enfant doit aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors, je suis très contente que la ministre vient de me dire que les parents viennent la voir. Vous serez étonnée, Madame la ministre, d'apprendre que ce sont des parents dans votre circonscription qui habitent à Quartier Militaire qui m'ont contacté. Please, Honorable Perrault, Yes, I sir. have said earlier, Yes, you address the sorry. chair, not the minister. Yes, of course. Alors, addressing to you, Madame la Présidente, est-ce que vous imaginez que les enfants qui ont quitté l'école 1 année, 2 années, quelle chance ont ces enfants de reprendre le chemin de l'école après? Presque zéro. Presque zéro parce qu'ils entrent sur le marché du travail et c'est fini pour eux l'école. C'est fini l'espoir d'avoir un diplôme. Donc je suis bien contente que, n'est-ce pas Madame la Présidente, que la ministre va recevoir ses parents et va voir que ce problème existe réellement. Lorsque ce gouvernement avait introduit le 9-year schooling, la ministre avait présenté le projet. Voilà, c'est là. Alors, les objectifs du 9-year schooling, les objectifs principaux de la réforme, donc je suis en train de lire dans un document du ministère, s'assurer que tous les enfants reçoivent une éducation de base de 9 ans, constituant un fondement solide pour la poursuite de leurs études, s'assurer que tous les enfants s'épanouissent harmonieusement dans un environnement propice et agréable, s'assurer du développement intégral et complet de tous les enfants au-delà de l'aspect
uniquement académique. Donc, 2 ans après, ou 4 ans après, nous voyons l'introduction du programme Leader in Me Program. Vaut mieux tard que jamais, nous dit l'adage. Ce programme, s'il est dispensé par des professionnels, peut donner de bons résultats. Et c'est dommage que seulement 20 collèges qui vont en bénéficier. C'est un programme qui devrait faire partie intégrante de l'éducation secondaire. Beaucoup de questions restent posées. Quelle école qui vont être choisies? Qui va donner ces cours? Je note aussi avec satisfaction qu'une attention particulière est portée aux écoles ZEP, avec l'introduction du Fortified Learning Environment. Toutefois, la question qu'on se pose est, est-ce qu'une évaluation de ce programme, ZEP, Zone Éducation Prioritaire, a été faite? Une évaluation a été faite. Selon mes informations, la dernière évaluation date de 2005. Donc, quelles sont les forces et les faiblesses du ZEP, Zone Éducation Prioritaire? Quelles sont les 50 écoles primaires qui ont été choisies? Autant de questions qui demandent à être éclairées. En ce qui concerne l'éducation spécialisée, une enveloppe de 138 millions a été accordée à ce secteur pour les ONG qui œuvrent dans l'éducation spécialisée. Les ONG souhaitent savoir comment cet argent va être distribué et comment il va être utilisé. Au début de cette année, le gouvernement a annoncé l'éducation gratuite pour tous les élèves au niveau tertiaire. 600 milliards de roupies est alloué dans le budget pour subvenir à la gratuité de l'éducation tertiaire. Est-ce suffisant? Les langues commencent à se délier et on murmure déjà que certaines universités font des étudiants payer des frais additionnels. On impose aux étudiants des frais déguisés pour avoir accès au matériel dans les centres de ressources, des laboratory fees. L'éducation gratuite, tertiaire gratuite, oui, mais est-ce que les universités sont bien équipées? Est-ce que les programmes, les softwares, sont mis à la disposition des élèves? Est-ce que les étudiants ont accès aux livres et journaux académiques? Madame la Présidente, nous accueillons positivement la décision du gouvernement de donner l'éducation tertiaire gratuitement aux étudiants. Mais il faut que ces étudiants puissent avoir de bons matériels, de bons cours, soient exposés à un bon environnement. Il ne faut pas que Beaumarchais coûte cher. Il faut qu'ils soient bien équipés académiquement et socialement pour affronter le monde du travail qui devient de plus en plus compétitif. Donc, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je dois dire que c'est difficile de reprendre après avoir été interrompu, le flot des idées et tout, mais quand même, je vais poursuivre mon discours. Alors, j'avais déjà mentionné dans l'introduction que je parlerai sur les mesures budgétaires, les allocations budgétaires concernant le ministère de l'égalité du genre, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille. Donc, je vais commencer sur ce sujet. Madame la Présidente, à la page 54, paragraphe 294, le ministre des Finances avoue que la mesure budgétaire de l'année dernière concernant le gender budgeting n'a pas été mise sur pied. L'étude sur le gender budgeting vient de commencer cette année, le mois dernier. Ce qui veut dire clairement que le paragraphe 294 doit être enlevé de ce budget, n'a pas lieu d'y être, puisque c'est une mesure de l'année dernière et non une nouvelle mesure. En ce qu'il s'agit du Gender Mainstreaming Programme, qui figure au paragraphe 296, cette mesure existe déjà. Elle a été étendue à tous les ministères. Toutefois, le plus important, c'est la mise en pratique. Il ne suffit pas d'allouer 200 000 roupies à chaque ministère. Il faut veiller à ce que cet argent soit bien utilisé, ce qui n'est pas le cas pour tous les ministères, et la ministre le sait bien. À la page 55, paragraphe 297, nous pouvons y lire que 11 millions de roupies seront alloués aux Women's Empowerment Centers. On se dit que c'est une très bonne chose, mais malheureusement, Madame la Présidente, lorsque nous cherchons les 11 millions dans les estimates 2019-2020, on ne les trouve pas.
Dans ce paragraphe, le ministre des Finances dit bien « I am providing 11 million rupees ». Donc, il fait provision, mais ce n'est qu'une déclaration d'intention. Oui, j'ai peur que cela ne peut être seulement qu'une déclaration d'intention. Comme je l'ai dit, 11 millions pour financer des équipements pour promouvoir le bien-être des femmes, pour mettre en place des daycare centers pour les aînés, pour mettre sur pied des ateliers de métiers et de savoir pour les femmes sans emploi, pour maintenir les facilités offertes pour les crèches, ne figure pas dans les estimates de 2019-2020. Si tel était le cas, nous réalisons tous, sauf le ministre des Finances, que 11 millions de roupies est nettement insuffisant pour réaliser tous ces projets. Rien que pour le premier item sur la liste, doter les centres de femmes d'équipements pour promouvoir le bien-être des femmes coûte beaucoup d'argent. Même si ce n'est pas tous les centres qui seront équipés. Madame la Présidente, pour cet item, on parle de quoi? D'équipements de sport en salle, de grands miroirs, de profs ou de coachs de sport. Tout cela requiert un budget conséquent. Et le maintien du projet de crèche dans les Child Daycare Centers, le dernier item sur cette liste que j'ai mentionné plus tôt, demande aussi un gros budget, parce que le matériel ludique, pédagogique, les infrastructures et la mise en place d'un bon environnement pour l'éveil et le développement de l'enfant coûtent cher. Donc, Madame la Présidente, c'est tout un autre long paragraphe à enlever de ce budget, puisque ce sont des projets qui ne pourront pas être réalisés faute d'argent. Pourtant, ce sont de beaux projets, des projets intéressants et très importants, qui méritent d'être concrétisés. Malheureusement, c'est juste une leurre. Ce sont des intentions. Madame la Présidente, le Women's Empowerment Center, les Women Empowerment Centers, remplacent les Women's Centers depuis que moi, j'étais ministre de l'égalité du genre. Toute une série d'activités nouvelles dans les centres ont été lancées à l'époque. On voulait faire revivre les centres de femmes, y mettre plus de dynamisme, d'activité, les rendre attrayants et plus fréquentés par et pour les femmes. Je me rappelle que les 2 PPS, Bénédine Souris, étaient présents à l'inauguration de cette activité. L'honorable Bénédine et l'honorable Boissaison, qui aujourd'hui est ministre. Donc, vous étiez PPS à l'époque et vous étiez présents à l'inauguration de ces activités. Et je me rappelle aussi à quel point vous me disiez que ces activités étaient très, très importantes. N'est-ce pas? Oui, Madame. Of course, of course, of course. Alors, quelles sont les activités qu'on avait inaugurées dans ces centres de femmes? C'était par exemple, il y en avait 10, je vais nommer que quelques-unes. Il y avait par exemple Coffee, Cake and Connect, Support to Overcome Distress and Anxiety, Mobile Legal Advice, Leadership Development through Role Models, Minor Repairs by MITD, Your Safety, Our Concern. Mais, Madame la Présidente, malheureusement, après mon départ, on a mis fin à toutes ces activités nouvelles, on a cessé le projet, et aujourd'hui, on vient nous parler de revamp the Women's Centers sans leur doter des moyens d'y parvenir. Et je trouve cela ridicule. Aujourd'hui, les centres de femmes meurent d'une mort lente. Ces centres ne sont pas fréquentés comme il se devrait par les femmes. Les temps ont changé. Le monde a changé. La demande, les attentes ne sont plus les mêmes. Les femmes sont plus actives, elles travaillent, elles ont des besoins différents. Les centres de femmes doivent évoluer avec le temps pour s'adapter à la nouvelle demande, aux nouvelles exigences. De nos jours, les femmes ont d'autres aspirations que la couture, la broderie, faire des achats. Pour ce faire, ces centres de femmes ont besoin plus de ressources et d'infrastructures pour mieux desservir la société. Les 14 centres de femmes existants, certains sont dans un état déplorable, lamentable. L'état dans lequel se trouvent ces centres de femmes ne donne nullement envie de s'y rendre. Alors je voudrais bien que le ministre des Finances nous explique comment il va procéder pour faire un relooking de ces centres,
les rendre attrayants et accessibles, ainsi que de les doter d'équipements avec seulement 11 millions de roupies. Et aussi que la moitié des centres se trouvent dans des bâtiments qu'on loue. En ce qui concerne la mesure visant à permettre aux mamans travaillant dans le secteur public d'allaiter leur bébé jusqu'à une période de 6 mois, est une mesure excellente. Mais il faut que cette mesure se traduise dans la réalité. Il faut mettre en place un mécanisme de suivi pour veiller à ce que les femmes puissent réellement bénéficier de cette mesure budgétaire et avoir la possibilité d'allaiter leur bébé en toute quiétude et avec toutes les facilités nécessaires. Madame la Présidente, pour reprendre les mots du leader de l'opposition, un budget recyclé, chauffé et raté, j'ai démontré que rien que pour le ministère de l'égalité du genre, il y a des mesures qui sont réchauffées telles que l'étude sur le gender budgeting, annoncée l'année dernière, des mesures recyclées telles que le gender mainstreaming, et en ce qui concerne la mesure qui est ratée, c'est bien celle concernant l'obligation d'avoir une femme sur les boards des compagnies publiques et des statutory bodies. Madame la Présidente, je trouve que c'est une mesure aberrante. Je dirais même que c'est une blague. Une femme, rien qu'une femme. Est-ce cela notre aspiration? À ce rythme-là, nous n'irons pas bien loin. Oh, je sais que vous allez me dire, il faut bien commencer quelque part. Ben, voilà le problème. Il ne faut pas faire rien que pour faire. Il ne nous reste pas beaucoup avant de réaliser les SDGs, Sustainable Development Goals, Goal 5, et aussi atteindre la parité des genres pour créer ce monde 50-50. Pour moi, cette mesure est une insulte. Et en plus, c'est une tape la table. Je serais étonnée qu'on me réponde, qu'on me dise qu'est-ce que moi j'avais fait lorsque j'étais ministre, pourquoi moi je n'y avais pas pensé. Alors, Madame la Présidente, pour rester sur les faits, sur du concret, j'ai été ministre de l'égalité du genre. Qu'est-ce que ce budget a de révolutionnaire, d'avant-gardiste en termes d'idées, de projets, de policy pour promouvoir l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes? Madame la Présidente, le ministère de l'égalité du genre, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille a 3 grands et importants départements: le Gender Unit, le Family Unit et le département qui s'occupe des enfants. C'est un ministère très important, pour ne pas dire un des plus importants ministères, parce qu'à Maurice, nous n'avons pas de mines d'or, de pierres précieuses, du pétrole, mais par contre, nous avons des diamants. Mais des diamants à l'état brut. C'est la ressource humaine, c'est l'être humain. Si l'être humain ne va pas bien, la société, la population ira mal. Si la société va mal, tous vos grands projets, Métro Express, Côte d'Or, rien ne va marcher. Absolument rien ne va marcher. Que vous le vouliez ou pas, tout va à partir de l'être humain. Tout découle de l'être humain. C'est notre capital. C'est un ministère où on pétrit, on façonne, on transforme, on pense, réfléchit. Mais aussi, c'est un ministère où on pense, c'est-à-dire soigner l'être humain. Ce même ministère est important ministère à une place insignifiante, minime, presque inexistante dans ce budget. 2 pages pour le Gender Unit, 2 mesures concernant le département qui s'occupe des enfants, et rien, pas un mot sur la famille. Pas une seule mesure sur la famille. J'ai dit que ce ministère est le plus important des ministères, qu'il a 3 départements,
2 mesures pour le Gender Unit, 2 mesures pour les enfants et rien sur la famille. Donc, les mesures budgétaires concernant ce ministère commencent à la page 54 et se terminent à la page 56. Alors, nous savons très bien que la famille se désagrège à Maurice, qu'il y a de plus en plus de familles éclatées. On constate une perte de valeur à une vitesse vertigineuse. Le taux de divorce augmente, le taux de natalité baisse. Beaucoup trop d'enfants sont envoyés dans les shelters. Femmes et enfants sont victimes de toutes sortes de violences. La liste est vraiment longue. Il ne se passe pas un jour sans qu'on lise ou qu'on entende la nouvelle de violences au sein des familles. Violences sous toutes ses formes. Qui dira ici, aujourd'hui, que je suis en train d'exagérer ou que je brosse un tableau noir ou clos de la situation? Que parce que je suis dans l'opposition, que je suis une prophétesse de malheur. Personne ne peut dire cela, parce que vous savez que je dis vrai. Vous savez que j'ai raison. Madame la Présidente, la société change, on n'y peut rien. On assiste, des fois impuissant, à ce changement. Mais comme l'a dit Winston Churchill, et je cite, « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. » Fin de citation. Madame la Présidente, l'investissement dans les secteurs sociaux qui ont des impacts sur les familles et l'enfant contribue au développement social, économique et culturel d'un pays. La question qu'on devrait se poser est, est-ce que la famille, hommes, femmes et enfants, est notre priorité? Lorsqu'on regarde le budget, la réponse est négative. On ne donne pas les ressources et les moyens nécessaires à ce ministère pour jouer son rôle pleinement et fonctionner pour bien servir le peuple. Un autre exemple, lorsque j'étais ministre, j'avais lancé l'atelier partage parents. C'était un grand projet destiné à mieux équiper les familles, à leur donner des outils, à ressouder les liens dans la famille. Ce projet consistait à aller vers les familles, dans la communauté, et les encadrer pour prévenir les maux de la société au sein de la communauté, pour protéger les victimes de violences et d'abus et éliminer la violence elle-même. Mais Madame la Présidente, lorsque j'ai démissionné comme ministre, le projet APP, Atelier Partage Parents, a été stoppé. Il n'y a plus d'APP, il n'y a plus d'Atelier Partage Parents. Alors qu'à travers ce projet, bien de violences conjugales auraient été évitées, bien de mariages sauvés. Bien d'enfants ne se seraient pas retrouvés dans des shelters. Autre exemple, c'est la recommandation contenue dans le rapport Domingue, qui est le Advisory Committee on Reinforcement of Framework for Protection Against Domestic Violence, celle de mettre sur pied un one-stop service centers pour les victimes qui n'a toujours pas été concrétisé. Ce que la ministre appelle le Integrated Service Center n'est pas du tout le concept initial, le modèle que nous sommes partis voir à La Réunion, qu'on voulait mettre sur pied à Maurice. C'est loin d'être ce modèle-là. On pourrait aussi citer l'amendement à la loi pour punir le viol conjugal, qui se fait attendre depuis 2 ans. Après avoir amendé le Protection from Domestic Violence Act, il était décidé au niveau du ministère qu'on viendrait avec les amendements pour rendre le viol conjugal comme un délit. Mais je vois que ce n'est plus d'actualité. Madam Speaker, yesterday I put a parliamentary question to the minister related to the CEDAW. I asked a very simple question, which required a very simple answer. I'm looking for the report. Excuse me. Yes, my question was, I wanted to know from the minister, what did she do to disseminate the recommendations of the CEDAW committee? Why I asked this question? It is because in this report is the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. At paragraph 41,
Let me find the paragraph because I want to code paragraph. 36. There it is, 41. Yes, with your permission, I want to code this paragraph. The committee requests that the state party to ensure the timely dissemination of the present concluding observations in the de facto official languages of the state party to the relevant state institutions at all levels, national, regional, and local. Donc, this is why I asked this question. It was a simple question, and I thought that the minister would answer, will give a simple answer. But the answer of the minister is that the recommendations are on the website, and that if people want to comment or contribute, they want to give their input, they can do so. This is not at all what the committee requested, asked. I'm sorry, but I find that it was a frivolous answer. Et la désinvolture de la ministre dans sa façon de répondre, la ministre était complètement à côté de la plaque. And, Madam Speaker, when I heard this answer, I should say that I was appalled. I was stunned. But I chose the weaker form, and I said I was shocked. And everybody laughed. Oui, je suis choquée. Choquée de cette réponse. But what follows was unbelievable. I couldn't understand why the minister was on the defensive. Why did she overreact and lost all self-confidence only because I put a question on one of her staff? No, you can't. It was say just that the a question lost of the all self-confidence. I don't think that is appropriate. I think those words most probably. Okay. If you want me to withdraw, I withdraw. She didn't answer to my question, but she chose to attack me. And she said, "What did you do when you were the minister?" And it is not the first time that the minister or her colleagues asked this question. What did I do when I was the minister? And I am bewildered, I am shocked, oui, je suis choquée, that the minister is competing with me, telling me that she can do better. I think that she can do better, and she has to do better. And I'm not competing with her. I'm competing with myself, being better tomorrow than what I am today. I want to be very good in the opposition as I was very good as a minister. I am paid to ask questions in this house. This is my job. I am paid for that, and I am not paid to ask questions in the corridors or in the toilets. The minister did say something which is very true yesterday, and I totally agree with what the minister said. She said that this ministry is a very difficult one. I totally agree. It is very tough, very difficult, challenging, and often heartbreaking, because this ministry will deal with people, with human beings. J'ai écouté attentivement le discours de la ministre de l'Égalité du genre, du développement de l'enfant, du bien-être de la famille, et elle a dit fièrement que le gouvernement a fait voter 26 projets de loi pendant son mandat de 5 ans. La ministre a pris le temps de partager avec la Chambre quelques projets de loi qui ont été votés. J'étais surprise et déçue que dans la liste de projets de loi que la ministre a cités, elle ne fait pas mention de la loi, les amendements à la PDVA, Protection from Domestic Violence Act.
alors que c'est une loi qui concerne son ministère et que c'est une loi très importante qui a le mérite de mieux protéger les victimes de violences domestiques. Et cette loi a été votée ici le 27 mai 2016. Madame la Présidente, les victimes de violences domestiques n'ont pas de couleur politique. Elles ne sont pas bleues, oranges, rouges, mauves. Elles n'ont pas de couleur politique. Je suis aussi choquée, Madame la Présidente, que la ministre a l'intention de venir de l'avant avec un projet de shelter du type de dortoir pour plus de 50 enfants, modèle shelter. C'est ce que la ministre a révélé lors d'une de mes questions parlementaires, alors que nous savons tous que c'est un modèle qui ne marche plus. Il faut créer de petites unités familiales. La place d'un enfant n'est pas de grandir dans un shelter, mais de grandir dans une famille. And this is one of the recommendations of this report, the Ombudsperson for Children Annual Report 2015-2016. So I will quote this recommendation. I recommend that the shelter should set up small residential care units to rehabilitate victims of abuse. The needs of vulnerable and abused children cannot be fulfilled in such a large residential care setting. Boys and girls should be kept separated. Et concernant le shelter La Colombe, j'ai posé beaucoup de questions à ce sujet. Comme je l'ai dit, j'ai entamé les démarches pour obtenir le terrain annexant le shelter et c'est dommage qu'après 2 ans que je sois partie, un mur n'a pas encore été érigé sur ce terrain. Je déplore le fait que, après 2 ans, on n'a pas peint le shelter, pas une couche de peinture, pourtant les budgets précédents en ont fait provision. Je suis aussi choquée, Madame la Présidente, que malgré que j'ai institué le Fact-Finding Committee sur les shelters, beaucoup de recommandations n'ont pas été suivies. Un exemple, c'est le ratio enfants-carers. Je suis choquée aussi que le budget ne fait aucune mention d'allocation budgétaire pour redresser la situation dans les shelters. Il n'y a pas eu une semaine qui passe sans qu'un problème surgisse dans le shelter La Colombe. La ministre a été forcée, obligée de fermer ce shelter. Donc, il y a définitivement un gros problème dans ce shelter, mais pas un sou du budget pour apporter des solutions. Donc, Madame la Présidente, permettez-moi de ne pas être choquée, mais d'être outrée. Je suis aussi déçue que le terme « Child Beyond Control » existe toujours, alors que j'avais commencé un travail au niveau du ministère pour éliminer ce terme. Car beaucoup de parents qui sont dépassés par la situation familiale, qui n'arrivent pas à gérer la frustration, la colère, l'indiscipline de leurs enfants, utilisent ce terme « Child Beyond Control » pour envoyer leurs enfants au RYC, Rehabilitation Youth Center, ce qui très souvent leur fait plus de tort et les marque à vie. La ministre, l'honorable Fazila Doriaou, se souviendra que nous avions eu des réunions communes avec Bill Glenn. La ministre était ministre de la Sécurité sociale et j'étais ministre de l'égalité du genre, où ce sujet était au centre des débats. Donc c'est dommage que rien n'a été fait et que ce terme, Child Beyond Control, est toujours d'actualité. Madame la Présidente, comment parler sur le ministère de l'égalité du genre, du développement de l'enfant, du bien-être de la famille, sans parler de ce fameux Children's Bill? I listened carefully to the speech of the minister. She did talk about the bill. And I was eager to know the date. Everybody wants to know the date. When will the bill finally come to this House? And I was disappointed to hear the minister announce, I quote, "We are working on it." And the minister added, I do hope that in the months to come, we will bring the bill to the cabinet, to the parliament. Donc, Madame la Présidente, on attend toujours. Pourtant, je l'ai déjà dit,
et je vais le redire. En 2016, lorsque j'ai démissionné, ce projet de loi était presque fin prêt. 2 ans après, on ne l'a toujours pas finalisé. Lorsque j'étais ministre, on l'avait appelé le Child Care and Protection Bill. Alors on s'est dit, c'est le projet d'Aurore Perrault, on l'a balayé d'un revers de main, comme le projet Atelier Potage Parents, comme le projet Les Murs des Valeurs, comme tout ce que j'ai initié. C'est dommage. C'est la société qui perd, et non pas Aurore Perrault. Alors, maintenant, Madame la Présidente, je vais parler un peu sur ma circonscription, la circonscription numéro 4, Pôle-Nord-Montagne-Longue. Je suis fière de pouvoir servir cette circonscription, qui est une très grande circonscription, avec beaucoup de complexité, certes. Donc, je suis contente de voir qu'il y a des projets qui sont faits. Okay, les projets sont faits. Et donc, par exemple, le pont à Notre-Dame, on se rappelle des site visits, le pont à Notre-Dame. Je suis contente de voir à Crèvecoeur, le pont Madou, beaucoup de projets de drain, le jardin d'enfants à Vallée des Prêtres et beaucoup d'autres projets. Mais cependant, Madame la Présidente, un des plus gros problèmes dont font face les habitants de la circonscription numéro 4, pour lui, Nord-Montagne-Longue, est le problème d'inondation. À chaque grosse averse, les maisons sont inondées. Beaucoup de sinistrés affluent vers les centres de refuge. Chaque année, c'est la même scène de désolation, pendant et après le passage de l'inondation. Cette année, les gens sont descendus dans la rue et ont manifesté leur colère, leur frustration et ce sentiment de ras-le-bol. Suite à cette démonstration de force, le gouvernement vient, après 4 ans, en fin de mandat, avec des projets de drain dans la circonscription, ce qui est une bonne chose. La question qu'on se pose est, est-ce qu'il faut que les habitants utilisent la violence pour que leurs droits soient respectés? Pourvoir au peuple des aménités de base, telles que routes, drains, connexion au système de tout à l'égout, à l'électricité et à l'eau, ce n'est pas faire une faveur aux habitants. Ce n'est pas un privilège. C'est le devoir de tout gouvernement qui se respecte. C'est respecter les droits fondamentaux du peuple. Madame la Présidente, le projet de construction des drains est à saluer dans la circonscription numéro 4. Toutefois, la construction de drains est loin de résoudre le problème d'inondation dans la circonscription. Nous savons tous que dans la plupart des cas, ce problème est dû à la vulnérabilité des habitations. 2 rivières traversent la circonscription, la rivière Latanier et le ruisseau de Terre-Rouge. Tout le long des berges des rivières, des familles vivent dans une grande précarité, dans des bicoques. À chaque grosse pluie, la rivière sort de son lit et déborde sur les berges de la rivière et inonde les maisons. Madame la Présidente, personne ne peut se réjouir de vivre dans de telles conditions. Non, personne. Ils n'ont pas élu domicile là où ils sont parce qu'ils sont contents. Non. Ce sont des personnes qui vivent la peur au ventre. Ils sont traumatisés dès l'annonce de la pluie. La construction de drains ne va pas améliorer, changer leur situation. La solution pour ces victimes est un logement décent, dans un endroit sécurisé. Si la volonté politique n'y est pas, le problème va perdurer. Oui, Madame la Présidente, c'est juste une question de volonté politique. Madame la Présidente, le député de la circonscription numéro 4, qui a parlé avant moi, l'honorable Vikash Pori, fidèle à lui-même, nous a beaucoup amusés avec son discours. Connu pour être un homme de prière, j'en suis témoin dans la circonscription, un homme pieux, il a cité quelques projets faits dans la circonscription, comme étant sur sa propre liste d'accomplissements. Sur sa liste à lui. Il a dit avec beaucoup de fierté qu'il a fallu qu'il vienne pour que des projets soient réalisés dans une partie de la circonscription. Madame la Présidente, s'appropriant, se vantant d'être l'auteur de ces projets, c'est tout simplement
de la malhonnêteté intellectuelle ou de la malhonnêteté tout court. Dans son discours, il a parlé du terrain de foot synthétique de la cité Briqueterie, du centre de jeunesse de la cité La Cure, de la construction du pont Marjolin, pour ne mentionner que cela. Les 2 PPS de la circonscription doivent reconnaître que ce sont des projets que j'ai initiés lorsque j'étais encore au gouvernement. Ils ont hérité de ces projets. Exactement. Ils ont hérité de ce projet et c'était... Voilà, merci, Mme Monti. Je sais que je ne m'attendais pas à de la gratitude. Non. Mind your language. Je l'ai fait parce que c'est mon travail, c'est mon devoir de le faire. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que l'honorable Horry, le connaissant, s'approprie de ces réalisations. Des fois, le pouvoir peut corrompre l'âme d'une personne. Ce serait dommage pour cet éducateur de profession comme moi, comme mon autre collègue aussi, Marie-Claire Monti, nous sommes tous les 3 éducateurs, qu'il suit l'adage de son parti, moralité parent vivante. Madame la Présidente, je ne vais pas m'attarder dessus parce que les habitants savent qui s'est battu pour la construction du pont Marjolin. L'honorable Dayal n'est pas là, se souviendra sûrement de notre visite lors des inondations à la cité La Cure, lorsqu'il était encore ministre de l'Environnement. Pour le centre de jeunesse de la cité La Cure, ainsi que le terrain de foot synthétique à cité Briqueterie, les documents et photos attestent bien que c'est moi qui ai initié ce projet. Donc, Madame la Présidente, la circonscription numéro 4 est une grande circonscription. Chaque région a sa propre spécificité et besoin en termes de projets, d'infrastructures, et c'est un honneur pour moi de servir cette circonscription. To conclude, Madame Speaker, les élections, cette fois-ci, vraiment derrière la porte. And I will describe what people expect as the best government. Madam Speaker, the best government is led by men and women who want to serve the large group and not use their political position to enrich themselves. The best government is open and transparent and fully accountable to the people. The best government treats everyone as equal in the eyes of the law and eliminates unjust treatment of people. The best government is self-reflective, applies its rules to itself, and willing to be held accountable for its behaviors. Madam Speaker, I'm done. Thank you.